12 ans après la mort de mon mari, mon petit appartement ne résonnait plus que du tic-tac de l'horloge et du murmure de mon ombre sur le mur. Je pensais que la solitude était la plus grande peur de la vieillesse, jusqu'à ce que je réalise que mon fils ne considérait plus sa mère comme faisant partie de sa famille. Des appels téléphoniques courts, des bises polies sur la joue, tout était réduit à une courtoisie distante. Puis un jour, un avocat a appelé pour m'annoncer que j'avais hérité de 5 millions d'euros. Je suis restée silencieuse, non pas à cause de l'argent, mais à cause d'une pensée qui m'a traversé l'esprit comme un éclair. Si je n'avais rien, Lucas m'ouvrirait-il encore sa porte? Ce soir-là, je l'ai appelé, feignant d'étouffer mes sanglots en lui disant que j'avais tout perdu et que j'étais sur le point d'être expulsée. Il a répondu immédiatement, sa voix douce comme lorsqu'il était petit. « Viens à la maison, maman. Je vais préparer la chambre. » Mais le lendemain matin, lorsque j'ai traîné ma valise jusqu'à sa porte d'entrée, il n'y avait qu'un panneau rouge à vendre, planté dans la pelouse. Et j'ai compris que parfois, la leçon la plus chère ne vient pas de la perte, mais de la personne que vous pensiez ne jamais vous faire de mal. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une autre marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Hélène Lambert, j'ai 68 ans, veuve depuis plus d'une décennie. Je vis seule dans un petit appartement au 3e étage de la résidence Bellevue, dans le nord de Saint-Paul. Chaque matin, je me prépare une tasse de café noir, je m'assois près de la fenêtre et je regarde la lumière du soleil tomber sur une rue couverte de feuilles sèches. Tout se répète comme une vieille cassette. La cuisine est toujours propre, mais il n'y a pas de chaleur ici, à part la mienne. Mon mari, Richard, est mort d'une maladie cardiaque juste après que nous ayons célébré notre 40e anniversaire. J'ai cru que je ne survivrais pas à cette première année. Mais le temps a une façon de vous anesthésier plus qu'il ne vous guérit. Dans les années qui ont suivi, j'ai lentement appris à exister, pas à vivre, mais à ne pas disparaître. Mon fils Lucas est tout ce qui me reste. Je pensais que s'il était heureux, j'étais heureuse. Mais avec le temps, la distance entre nous s'est creusée. Il a une femme, Chloé, jolie et ambitieuse, qui travaille dans l'immobilier. J'ai essayé de m'intégrer, en envoyant des pâtisseries, des cadeaux d'anniversaire, des cartes de Noël, mais je ne recevais le plus souvent que de courts SMS de remerciements, froids comme une réponse automatique. Alors, quand le téléphone a sonné et que la voix de l'avocat s'est fait entendre, « Madame Lambert, je représente le bureau de succession de Monsieur Douglas Bennett. Il vous a légué l'intégralité de sa succession, évaluée à 5 millions d'euros. » J'ai cru que j'avais mal entendu. Je lui ai demandé de relire chaque chiffre et chaque clause. Puis je me suis assise tranquillement, les mains encore tremblantes. Moi, qui avais l'habitude de compter chaque euro de ma retraite, qui utilisait des bons de réduction pour les courses, j'avais soudainement plus d'argent que dans toute ma vie réunie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de regarder mon vieil appartement, chaque photo sur le mur, chaque objet de mon mari, puis je pensais à Lucas. Je me demandais si j'appelais pour partager cette nouvelle, comment réagirait-il? Viendrait-il me serrer dans ses bras et me dire « Félicitations » ou demanderait-il « Que comptes-tu faire de cet argent ?» Cette pensée m'a serré la poitrine. Une partie de moi ne voulait pas douter de mon propre fils. Mais une autre partie, celle qui avait été ignorée trop longtemps, voulait connaître la vérité. Alors, au lieu de dire la vérité, j'ai choisi de mentir. Je testerai mon fils, non pas avec de l'argent, mais avec l'amour lui-même. Le lendemain matin, je me suis assise dans le salon, le téléphone fixe à la main. J'avais répété la phrase toute la nuit. J'ai tout perdu, Lucas. La banque a saisi l'appartement. Je ne sais pas où aller. Quand j'ai parlé, ma voix tremblait comme si c'était réel, et mon cœur me faisait mal comme si c'était réel. À l'autre bout du fil, mon fils a expiré doucement, puis a répondu rapidement « Oh mon Dieu, maman, ne t'inquiète pas, viens ici. Je vais préparer la chambre. Tout ira bien. » J'ai commencé à pleurer en l'écoutant. En partie de soulagement, en partie avec un vague pressentiment. La réponse était venue trop vite, trop parfaite, comme si elle n'était pas réelle. « Tu es sûr ?» ai-je demandé doucement. « Bien sûr. Viens demain. N'apporte pas grand-chose, juste l'essentiel. Notre maison n'est pas grande. »« Je comprends, » ai-je dit. Puis j'ai raccroché, me sentant à la fois plus légère et plus lourde. Toute la nuit, j'ai plié des vêtements et les ai rangés dans une vieille valise. Chaque chemise, chaque cadre photo, chaque carte d'anniversaire d'enfance de Lucas me faisait pleurer. Je ne savais pas si je faisais ce qu'il fallait. Je savais seulement que j'avais besoin d'une réponse, même si cette réponse signifiait perdre mon fils pour toujours. Au lever du soleil le lendemain matin, j'ai appelé un taxi. Pendant les 40 minutes de trajet jusqu'à Chêneraie, où vivent Lucas et Chloé, j'ai regardé par la fenêtre,
Des arbres nus, des enseignes de restaurants, des gens se dépêchant d'aller au travail, tout était familier et pourtant distant. J'avais l'habitude de venir ici à chaque Noël, toujours avec des cadeaux et de l'espoir. Le taxi s'est arrêté devant la maison de 2 étages de couleur crème, au coin de la rue. Mais avant que je puisse payer, un détail m'a glacé. Sur la pelouse avant se tenait un grand panneau blanc avec des lettres rouges, à vendre, visite libre CE week-end. J'ai cru que je voyais mal. Je suis sortie, j'ai tiré ma valise, le cœur battant la chamade. La porte était verrouillée, les rideaux tirés, aucun bruit à l'intérieur. J'ai sonné, pas de réponse. J'ai frappé et appelé, Lucas, c'est maman. Ouvre la porte. Seul le vent dans les arbres et le grincement du chariot du facteur, au coin de la rue, me répondirent. Je me suis dirigée vers la fenêtre latérale et j'ai pressé mon visage contre l'interstice du rideau. L'intérieur était vide. Pas de meubles, pas de photos de mariage. La maison avait été vidée. Je me suis effondrée sur les marches. Il m'a fallu quelques minutes pour remarquer que mes mains tremblaient. Lucas avait menti. Juste après mon appel, lui et sa femme étaient partis dans la nuit. « Madame, vous cherchez quelqu'un ?» Une voix de femme est venue de derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu une voisine plus âgée avec des cheveux argentés, un pull bleu et un sac de course. « Je cherche mon fils, Lucas Lambert. Il habite ici. » Elle a penché la tête. « Oh Lucas. » Je suis Nora, la voisine. Je les ai vus s'affairer hier soir, déménager des choses toute la soirée. J'ai demandé, et Chloé a dit qu'il y avait une urgence et qu'ils devaient partir, probablement pour déménager ailleurs. Je me suis agrippée à la rampe, stabilisant ma voix. « Savez-vous où ils sont allés ?» Nora a secoué la tête, puis s'est souvenue, j'ai seulement entendu Chloé demander à quelqu'un des informations sur le quartier de la Rive-Sud, près du marché central. Elle disait qu'il cherchait une location temporaire. C'est tout. Je l'ai remerciée et je me suis levée. Mes jambes semblaient faibles, mais quelque chose s'est élevé dans mon esprit. Pas le désespoir, mais la résolution. Si Lucas voulait disparaître, je découvrirais pourquoi. J'ai ramené la valise sur le trottoir. Le panneau « À vendre » projetait une longue ombre sur l'herbe. Le soleil du matin était brillant et froid. Les passants me regardaient. Une vieille femme aux cheveux blancs debout dans un quartier calme, une valise à la main, le regard vide. Ils pensaient probablement que j'étais perdue. Ils ne savaient pas que je venais d'être abandonnée sur le pas de la porte de mon propre fils. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Lucas. Une sonnerie, 2, puis la messagerie vocale. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Lucas. Laissez un message. » J'ai raccroché, le cœur serré. J'ai essayé un SMS. « Mon fils, je suis devant ta maison. S'il te plaît, appelle-moi. » Il était indiqué « Envoyé », mais n'est jamais passé à « Lu ». Je suis remontée dans le taxi. Le chauffeur a demandé « Où allons-nous, madame ?» Retour à mon appartement, ai-je répondu doucement. Sur le chemin du retour, j'ai regardé la ville défiler derrière la vitre. Les rues semblaient les mêmes, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était complètement effondré. Mon test était terminé, et le résultat était plus dur que ma pire crainte. De retour à l'appartement, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé l'espace vide dans le miroir. La voix de mon mari a résonné dans ma mémoire. « Hélène, les gens ne montrent leur vrai visage que lorsqu'ils perdent leur avantage. » Oui, et maintenant je connaissais le vrai visage de mon fils. J'ai regardé par la fenêtre. La lumière de l'après-midi tombait sur les bâtiments, baignant tout d'un bronze terne. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus la mère qui pardonne tout, plus la femme qui attend silencieusement les restes d'amour. Je suis la femme qui trouvera des réponses. Demain, j'irai dans le quartier de la Rive-Sud. Et si Lucas pensait qu'il pouvait fuir la personne même qu'il avait mis au monde, il avait oublié que sa mère est celle qui lui a appris à y survivre. Le lendemain matin, le ciel était gris. Une brume flottait le long du fleuve comme un fin rideau. J'étais assise dans un vieux bus en direction du quartier de la Rive-Sud, les 2 mains agrippées à mon sac à main sur mes genoux. La ville s'éveillait. Des jeunes gens pressés, des klaxons, l'odeur du café s'échappant des boutiques de coin de rue, et moi, une femme approchant les 70 ans, j'allais suivre les traces d'un fils qui avait fui sa propre mère. Le bus s'est arrêté au dernier arrêt près du marché central, où les cris des vendeurs et l'odeur de friture emplissaient l'air. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti un petit mot de mon sac, sur lequel était griffonné « Rive Sud, Chloé, location ». Ces mots étaient ma boussole ce matin-là. Je suis entrée dans une petite épicerie de quartier avec une enseigne délavée et des bananes mûres suspendues à l'intérieur. La propriétaire,
une femme portoricaine aux cheveux argentés en chignon et aux yeux bienveillants, a encaissé mon eau. J'ai demandé doucement. Connaissez-vous des immeubles dans le coin avec des locations bon marché? Je cherche mon fils. Il a dit qu'il venait d'emménager dans ce quartier, mais je ne me souviens plus de la rue. Elle a réfléchi un instant puis a dit « Oh, par ici, il y a 3 endroits qui louent beaucoup. L'immeuble Santander à 2 rues d'ici, les cèdres derrière le marché, et les appartements Bellevue sur l'artère principale. Ce sont de vieux immeubles, mais les prix sont bas. » Je l'ai remercié et j'ai noté les noms. Quand je suis sortie, le vent a fait trembler le papier dans ma main, comme mon cœur. 3 noms, 3 portes qui pourraient mener à la vérité. J'ai commencé par l'immeuble Santander. C'était un bâtiment de 4 étages en briques rouges, usé mais bien tenu. À la réception, un homme d'âge mûr lisait un journal. J'ai demandé « Excusez-moi, je cherche mon fils. » Lui et sa femme viennent d'emménager. Lucas et Chloé Lambert. Il a levé les yeux, haussant un sourcil. Lambert? Non. Cette semaine, nous n'avons eu qu'un couple de personnes âgées qui a emménagé au 3A et un étudiant. Au 1er étage. Personne de ce nom. J'ai forcé un sourire et je suis partie. Le nom de Lucas résonnait dans mon esprit, comme il semblait étrange maintenant. Le 2e immeuble, les Cèdres, se trouvait derrière le marché central. Il était gris pâle avec des murs tachés et un panneau de sonnette rouillé et à moitié cassé. J'ai dû pousser la porte pour l'ouvrir. Le couloir était sombre, humide et résonnait des gouttes d'un tuyau. Mes talons claquaient pendant que je marchais. Au 3e étage, des voix en dispute s'échappaient du dernier appartement. Un homme en colère, une femme en sanglots. Je me suis figée, le cœur battant, mais en écoutant plus attentivement, ce n'était pas Lucas. J'ai expiré et je suis partie, le moral en berne comme une corde cassée. Le dernier immeuble était les appartements Bellevue. Je suis arrivée vers midi. Comparé aux 2 autres, le Bellevue semblait plus lumineux, avec des murs beiges et des portes vitrées propres. J'ai monté les marches jusqu'à l'interphone. Les noms étaient gravés sur un panneau métallique à côté des numéros d'appartements. J'ai parcouru ligne par ligne, m'arrêtant au 5e, L. Lambert, 2B. J'ai retenu mon souffle, mes yeux se sont brouillés une seconde. Lambert, le nom de mon fils, de mon mari, de ma famille. J'ai inspiré et j'ai appuyé sur la sonnette. 1 fois, 2 fois, puis la voix d'une femme est sortie par l'interphone, la voix cassante et froide de Chloé. Il n'y a personne de ce nom ici. Vous vous êtes trompé d'endroit. Avant que je puisse répondre, un déclic a mis fin à la communication. Je suis restée là, la main toujours sur l'interphone. La froideur du métal m'a ramenée à la réalité. Chloé avait menti. J'ai reculé et j'ai attendu près de la jardinière, observant la porte principale. Si j'étais patiente, quelqu'un entrerait ou sortirait, et je pourrais me faufiler à l'intérieur. Vers l'heure du déjeuner, le trafic piétonnier s'est intensifié. Environ 10 minutes plus tard, un jeune homme portant une boîte à pizza est arrivé. Alors qu'il ouvrait la porte, j'ai esquissé un petit sourire. Merci, mon grand. Je rends visite à quelqu'un au 2e étage et j'ai oublié le code. Il n'a rien demandé, me tenant la porte. Je suis entrée, mon cœur battant assez fort pour me faire mal. Le couloir du 2e étage s'étendait, long, avec une moquette vert mousse sous des lumières jaunes et faibles. J'ai marché lentement, lisant les numéros. Au bout, 2B, un paillasson flambant neuf et une petite cloche accrochée près du cadre, le genre que Chloé aime. Je m'en suis souvenue. Je suis restée là un long moment et j'ai écouté. Des chuchotements de l'intérieur, une voix masculine basse, une voix féminine plus aiguë, se disputant à voix basse. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai reconnu Lucas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort et j'ai appelé « Lucas, c'est maman. Ouvre la porte, mon fils. » Les voix se sont tues. Puis plus rien. Le silence était si épais que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Je ne savais pas comment ils se regardaient derrière la porte, mais je savais qu'ils écoutaient. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Mon fils, je veux juste parler. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Des pas feutrés se sont approchés. La serrure a tourné. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres. Lucas est apparu. Il se tenait dans l'embrasure, pâle, des cernes sombres sous les yeux, les cheveux en désordre. Son regard s'est détourné, coupable comme un enfant pris en faute. Derrière lui, Chloé se tenait les bras croisés, les lèvres pincées, les yeux froids. « Qu'est-ce que tu fais ici, maman ?» a demandé Lucas d'une voix rauque. J'ai dégluti, en gardant mon calme. « Je suis allée là où tu m'as dit d'aller. »
Ta maison avait un panneau, à vendre. Et tu as disparu. Maintenant, je te cherche partout comme une mendiante d'amour. Pourquoi, Lucas? Il a baissé les yeux, ne disant rien. Chloé est intervenue, la voix plate comme de l'acier. Vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça, Madame Lambert. Nous sommes occupés, et je vous ai déjà dit que vous vous étiez trompé d'endroit. Je l'ai regardé, ravalant ma peine. Trompé d'endroit? Le nom Lambert est sur cette porte. Je ne me trompe pas, Chloé. Mais il semble que mon fils se trompe entre la mère qui lui a donné la vie et une étrangère. L'air s'est épaissi. Lucas a jeté un coup d'œil à sa femme, puis de nouveau au sol. J'ai vu sa main trembler comme s'il luttait contre la panique. J'avais besoin de la vérité de sa part. Dis-le, Lucas, ai-je demandé doucement, la voix tendue. Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as dit de venir. Puis tu es parti dans la nuit. Fuis-tu ta mère? Il a ouvert la bouche, mais Chloé s'est interposée, glaciale. Vous ne comprenez pas. Nous traversons une période difficile. Lucas ne voulait pas vous inquiéter. Quant à la vente de la maison, c'était ma décision. Et honnêtement, nous ne pouvons pas accueillir une personne de plus. Vous êtes à la retraite. Vous pouvez prendre soin de vous-même. Je l'ai dévisagé. Alors, vous avez menti, disparu dans la nuit, et m'avez laissé sur le pas de la porte en pensant que mon fils avait disparu. Chloé a haussé les épaules. Lucas a finalement parlé. Chloé, laisse-moi parler. Il s'est tourné vers moi, les yeux fatigués. Maman, je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire. Chloé a raison. Nous sommes à court d'argent et d'espace. J'ai pensé que tu comprendrais. J'ai ri une fois, amèrement. Comprendre? Que mon fils a menti à sa mère et s'est enfui dans la nuit comme un criminel. Chloé a expiré brusquement. Vous en faites toute une histoire. Nous ne sommes pas obligés de... Je l'ai coupé, assez calme pour glacer la pièce. Vous avez raison. Vous n'êtes pas obligé. Mais mon fils a une responsabilité, non pas en matière d'argent, mais de décence humaine élémentaire. Lucas s'est mordu la lèvre, les yeux vides. Chloé avait l'air de vouloir répliquer, puis s'est abstenue. L'appartement est tombé dans le silence, à l'exception du lent ventilateur de plafond. Debout dans cette embrasure de porte, j'ai réalisé que tout ce que j'avais craint s'était réalisé. Même entr'ouverte de quelques centimètres, cette porte était un mur entre moi et ma famille. J'ai inspiré et j'ai reculé d'un demi-pas. Très bien, ai-je dit doucement. Je comprends. Personne n'a besoin de me dire de partir. Je vais y aller. Lucas a levé les yeux, sur le point de parler, mais Chloé a claqué la porte. Le peine dormant s'est enclenché, sec. Final. Je me suis retournée et j'ai descendu le couloir, chaque pas écrasant un vieux souvenir. Dans chaque panneau de verre que je passais, je voyais le reflet flou d'une mère, petite, seule, mais droite. Dehors, le vent s'est levé et des feuilles ont tourbillonné autour de mes pieds. J'ai jeté un dernier regard à l'enseigne des appartements Bellevue. Quelle ironie que ce nom promette une vue agréable, alors qu'à l'intérieur se trouvaient des murs gris et des cœurs fermés. J'ai continué à marcher, portant une douleur creuse éclairée par une résolution lente et tenace. La réponse que j'ai obtenue aujourd'hui n'était pas une fin. C'était le début d'un réveil. Si Lucas choisissait de me fermer sa porte, j'en ouvrirais une autre pour moi-même. Je me tenais là, dans l'embrasure étroite de la porte, regardant le visage du fils que je pensais connaître mieux que quiconque. La lumière froide du couloir se déversait sur ses traits fatigués et hésitants. J'ai demandé, ma voix calme mais tendue. Pourquoi t'es-tu enfui après m'avoir dit de venir m'installer? Lucas baissa la tête, silencieux. La pause s'étira si longtemps que je pouvais entendre l'horloge murale à l'intérieur, son tic-tac semblable à des gouttes d'eau. Avant qu'il ne puisse répondre, Chloé s'avança, les bras croisés, sa voix égale et dure. Nous ne pouvons pas prendre en charge une personne de plus, Madame Hélène. Cet endroit n'a que 2 chambres, et nous travaillons tous les 2 du matin au soir. Vous avez besoin de soins que nous ne pouvons pas fournir. Je gardai ma voix stable. Des soins? Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi, Chloé. J'ai besoin d'un toit, de quelques mètres carrés et d'une gentillesse élémentaire. Chloé eut un mince sourire, les yeux vifs. Vous vous faites toujours passer pour une victime, mais tout le monde sait que vous jouez très bien la martyre. Lucas a grandi dans l'ombre de tous ses sacrifices, vous l'avez fait se sentir coupable chaque fois qu'il vivait pour lui-même. Je me figeai. Ses paroles étaient cruelles, mais elles avaient touché juste. Je n'ai jamais essayé de culpabiliser mon fils. J'ai fait ce qu'une mère fait, aimer et pourvoir à ses besoins. Non, vous avez manipulé ses sentiments avec de vieilles histoires, dit Chloé, la voix s'élevant.
Chaque fois que Lucas voulait quelque chose de différent, vous racontiez votre veuvage, les difficultés, faisant croire qu'il vous devait la vie. Je me suis tournée vers Lucas. C'est ce que tu penses aussi. Il resta silencieux, évitant mes yeux comme un enfant se cachant d'une vérité. Je me suis approchée, plus doucement. Je ne demande qu'une chose. Veux-tu que je reste avec toi? Chloé commença à intervenir, mais je levai une main, les yeux fixés sur Lucas. Personne ne répond pour toi. Je veux l'entendre de ta bouche. Il prit une inspiration et leva la tête. Sa voix tremblait, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne peux pas, maman. C'est juste pour l'instant. C'est mieux pour tout le monde. Je ne veux pas que ma femme soit mal à l'aise. Tu comprends, n'est-ce pas? Je pinçai les lèvres. Alors, pour éviter que ta femme ne soit mal à l'aise, tu acceptes que ta mère reste devant la porte. Il ne dit rien. Chloé gloussa sous cape, puis posa une main sur son épaule comme pour le revendiquer. Tu vois, Lucas, elle sait toujours comment tout ramener à elle. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le sang me monta au visage, mais je n'ai ni crié ni pleuré. Je l'ai simplement regardée si calmement qu'elle a reculé d'un demi-pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, Chloé, mais n'oubliez pas que la personne qui a donné à Lucas son nom, sa famille et sa vie, c'est moi. Si je ramenais vraiment tout à moi comme vous le dites, vous ne seriez pas debout dans cet appartement à dire ces choses aujourd'hui. Chloé haussa un sourcil, puis claqua soudainement la porte. L'écho retentit dans le couloir. Le pêne dormant tourna, sec, final, comme une lame dans ma poitrine. Je suis restée là quelques secondes, fixant le bois peint comme si c'était une pierre tombale froide. 40 ans de maternité, des nuits blanches avec un enfant fiévreux au quart de travail supplémentaire pour payer les frais de scolarité, aux anniversaires où j'apportais encore des cadeaux même quand la porte ne s'ouvrait pas, tout semblait effacé par une seule porte fermée. Je me suis agrippée à la rampe et j'ai descendu les escaliers un par un. Dehors, je n'ai pas pleuré. Je me sentais vide. Pas de son, pas de larmes, juste un silence qui coupait. La route devant moi s'étendait, longue. J'ai marché sans destination. Quand je suis arrivée au parc de la Place Royale, je me suis assise sur un banc en bois. Le soleil se couchait, sa lumière se déversant sur le lac comme de l'or fondu. Mes mains reposaient sur mes genoux, tremblantes. Je ne savais pas si c'était le froid ou la douleur. Les gens passaient sans remarquer la femme aux cheveux blancs assise seule. J'ai regardé de jeunes couples tenant la main de leurs enfants et je me suis revue des décennies en arrière, la femme qui croyait qu'un lien maternel ne pouvait jamais se briser. Mais ce lien, il s'avère, peut se dissoudre d'un simple tour de dos. Le téléphone a vibré doucement dans ma poche. J'ai baissé les yeux. Un SMS de Maître Perrin, l'avocat qui m'avait appelé pour l'héritage. Bonjour, Madame Hélène. Un rappel concernant votre rendez-vous pour signer les documents de succession vendredi. Veuillez confirmer l'heure. J'ai fixé l'écran et un sentiment étrange est monté en moi. D'un côté, il y avait une réalité qui venait de s'effondrer. Mon fils me tournant le dos. De l'autre, il y avait la somme de 5 millions d'euros attendant ma signature. Si Lucas et Chloé savaient ça, je pensais, ils reviendraient immédiatement. Ils diraient des choses douces, me serreraient dans leurs bras, s'excuseraient. Mais ils ne le feraient pas par amour. Ils le feraient pour l'argent. Je le savais avec certitude, et cette certitude m'a glacée. J'ai éteint l'écran, glissé le téléphone dans ma poche et regardé le lac. L'eau ondulait, reflétant les lampadaires qui venaient de s'allumer. Chaque lampe était une strie de jaune tremblante, comme ma foi à l'intérieur de moi, fragile et sur le point de s'éteindre. Je me suis souvenu de ce que mon mari Richard avait dit la nuit avant de mourir. Ne donne pas tout, Hélène. Parfois, les gens ne t'apprécient que lorsqu'ils savent que tu peux encore garder quelque chose pour toi. Je ne l'avais pas compris alors. Maintenant, je le sentais dans mes os. Je suis restée assise un long moment, écoutant le vent siffler dans les arbres. Puis je me suis levée, j'ai resserré mon écharpe et j'ai marché lentement vers l'arrêt de bus. La ville était illuminée. Les lumières scintillaient sur le trottoir, mais aucune d'entre elles ne semblait assez chaude pour briller dans le cœur d'une personne. Dans le bus, j'ai pris une place près de la fenêtre et j'ai regardé les bâtiments défiler. Des fenêtres lumineuses, des familles réunies à table pour le dîner. Tout cela ressemblait à un film auquel je n'appartenais plus. Je me suis demandé combien de mères dans ce monde étaient assises dans le noir, se disant que leurs enfants étaient juste occupés, juste fatigués, alors qu'en réalité, ces enfants voulaient juste oublier. Quand je suis revenue à mon immeuble, j'ai ouvert la porte et allumé la lumière. La petite pièce s'est remplie d'un jaune chaud, mais elle était toujours vide. J'ai accroché mon manteau, posé mon sac et je me suis tenue devant l'étagère commémorative de mon mari. « Tu vois ça, Richard » ai-je dit doucement.
L'enfant que nous avons élevé a appris à se détourner. Je me suis assise et j'ai ouvert mon vieux carnet où j'écris mes entrées hebdomadaires. Une page blanche me fixait. J'ai écrit une seule ligne. Aujourd'hui, la porte ne s'est pas seulement fermée. Elle a enterré la confiance d'une mère. J'ai posé le stylo et j'ai fermé les yeux. Dans ma tête, l'image de Chloé claquant la porte se rejouait comme une bobine cassée. Les yeux froids, le verrou qui tourne, et le visage incliné de Lucas. Je savais que si je ne trouvais pas un moyen de me relever, l'amertume m'engloutirait entièrement. Mais je savais aussi qu'après aujourd'hui, je ne pourrais plus voir le monde avec mes anciens yeux. La brise nocturne s'est glissée par la fenêtre et a fait flotter le rideau. Je me suis levée et je l'ai fermé, puis j'ai regardé dehors le ciel, noir et scintillant d'étoiles. Je me suis murmuré, très bien. Si mon fils choisit sa propre route, je prendrai la mienne. Et cette fois, je ne me retournerai pas, j'ai éteint les lumières et j'ai laissé une petite bougie brûler sur l'étagère commémorative. Sa flamme vacillante caressait la photo de Richard. Il souriait sur cette photo, paisible, comme s'il avait toujours su. J'ai soupiré et j'ai dit doucement, peut-être que tu avais raison. Il est temps que j'apprenne à garder une part pour moi. Pas de l'argent, mais le respect de soi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les yeux gonflés, mais l'esprit étrangement clair. La lumière du soleil se glissait à travers le fin rideau, dessinant une bande de lumière tremblante sur le mur. La nuit dernière, je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas vu la porte claquer. Je n'ai pas entendu la voix froide de Chloé, ni imaginé le regard baissé de Lucas. Seulement un silence profond, suffisant pour que j'entende ma propre respiration. J'ai fait du café, je me suis assise à table et j'ai tiré une feuille blanche vers moi. Chaque matin auparavant, je faisais des listes de choses à faire pour les autres. Acheter le cadeau d'anniversaire de Lucas, réserver des vols pour Chloé, envoyer des cartes aux parents. Mais ce matin, j'ai écrit un en-tête différent. Chose à faire juste pour moi. Première ligne, thérapie. Deuxième ligne, trouver une petite maison avec un jardin. Troisième ligne, apprendre à peindre. Quatrième ligne, voyager au moins une fois, pas pour quelqu'un d'autre. Je suis restée longtemps à regarder ces 4 lignes, comme si j'étudiais une carte pour me retrouver. Je savais que si je continuais à attendre un appel ou un SMS de Lucas, je m'enfermerais dans une cage que j'avais moi-même construite. J'ai donc décidé de couper le contact pour l'instant. Je n'allais pas supprimer son numéro ni le bloquer. Je n'allais tout simplement pas prendre contact. Je laisserais le silence répondre à toutes les excuses. J'ai ouvert la fenêtre et l'air du début de l'été est entré avec l'odeur de jasmin du balcon des voisins. Le ciel était d'un bleu douloureusement vif, comme pour me rappeler que le monde ne s'arrête pas pour ma douleur. Dans l'après-midi, j'ai appelé Maître Perrin, l'avocat affable dont la voix est stable comme une vieille radio. « Bonjour, Madame Hélène », a-t-il dit. « Tout est prêt. Vous n'avez qu'à venir signer et choisir un plan d'investissement. » J'ai répondu doucement. « Je veux que cela reste privé, Maître Perrin. Personne ne le sait, même pas ma famille. » « Bien sûr, la discrétion est parfois le meilleur bouclier, » a-t-il dit. J'ai fixé un rendez-vous pour le lendemain dans son bureau du centre-ville. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 10 ans. J'ai dîné seul dans un restaurant. J'ai choisi un petit endroit au bord du fleuve où les lumières étaient chaudes et le jazz doux. Quand le serveur a posé un verre de vin rouge, j'ai regardé autour de moi. Personne ne souriait d'un air narquois. Personne n'avait l'air apitoyé. Juste une femme plus âgée savourant son repas. J'ai commandé du saumon grillé et un dessert au chocolat. À la première bouchée, j'ai réalisé que je ne me sentais pas coupable. J'avais l'habitude de compter chaque euro parce que je devais économiser pour mon fils. J'avais l'habitude de sauter de petits plaisirs parce que Lucas avait besoin d'argent pour réparer la maison. Ce soir, pour la première fois depuis des années, j'ai mangé pour mon propre plaisir, pas par culpabilité. De retour à la maison, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis allongée et j'ai dormi profondément. Pas de somnifères, pas de cauchemar. Le soulagement s'est répandu dans mon corps comme si une corde invisible avait enfin été coupée. Le lendemain matin, j'ai fait du café et j'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel de Lucas. J'ai tapé une courte ligne. « Est-ce que tu vas bien ?» 2 minutes plus tard, il était indiqué « Vu ». Pas de réponse. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai posé le téléphone, ni déçu ni en colère, juste une acceptation tranquille. Je savais que s'il savait que j'avais 5 millions d'euros, tout changerait. Il reviendrait avec des paroles mielleuses. Mais je n'ai plus besoin de ce genre d'amour. Au lieu d'attendre, j'ai commencé à planifier le reste de ma vie. Je voulais faire quelque chose de significatif.
J'ai pensé au voyage à l'épicerie, où je voyais des femmes aux cheveux argentés compter leurs pièces à la caisse et aux histoires de veuves abandonnées dans des maisons de retraite. Ces visages me sont restés. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un nouvel en-tête, Le Havre du cœur, pour les femmes de plus de 60 ans abandonnées. J'ai choisi ce nom parce que je sais ce que c'est que de dériver. Les femmes sont le foyer des autres quand elles sont jeunes, mais peu sont un foyer pour elles-mêmes quand elles sont vieilles. Je voulais créer un havre, un endroit pour être entendu, aidé et surtout respecté. J'ai appelé Maître Perrin et lui ai exposé l'idée. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit « Vous savez, Hélène, toutes les personnes avec de l'argent ne pensent pas de cette façon. Je peux vous présenter des conseillers financiers pour structurer le fonds de manière transparente et sûre. » Merci, Maître Perrin. Je ne veux pas que le fonds porte mon nom. Je veux juste que quiconque reçoit un repas ou un toit de sa part sente qu'il a encore de la valeur. Dans l'après-midi, je suis allée à son bureau. La salle de conférence était petite, mur blanc, porte vitrée donnant sur une foule de gens pressés. J'ai signé une épaisse pile de documents, chaque page comme un nouveau chapitre de ma vie. Quand Maître Perrin m'a tendu le stylo, il a dit « Je pense que vous ne signez pas seulement pour l'argent, vous signez pour le droit de vivre pour vous-même. » J'ai souri. Peut-être bien. En quittant le bureau, j'ai marché autour du lac des Cygnes. Une brise légère, de nouvelles feuilles tremblantes. Des cyclistes passaient. Des couples étaient assis sur l'herbe. J'ai réalisé que la vie était encore belle, même sans quelqu'un marchant à mes côtés. De retour à la maison, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une courte note à moi-même. À partir de maintenant, n'exige pas l'amour. Ne mendie pas l'attention. Garde ta dignité. C'est la seule chose que personne ne peut te prendre. J'ai fermé le carnet et j'ai senti comme une pierre tomber de ma poitrine. Vers le crépuscule, j'ai préparé du thé et je l'ai emporté sur le balcon. Le coucher de soleil déposait une teinte cuivrée sur les toits lointains. Des moineaux perchés sur les fils ont gazouillé quelques fois et se sont envolés. En les regardant, j'ai compris. Certaines choses partent non par haine, mais parce qu'elles ont besoin d'un ciel plus large. Peut-être que j'ai aussi besoin d'un ciel comme ça. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au numéro de Lucas. Il était là, parmi de vieilles entrées. Mon fils, famille. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai juste renommé « Assez ». Une note pour moi-même. Assez de douleur. Assez d'espoir. Assez d'attente. Avant de me coucher, je me suis tenue devant le miroir. La femme là-dedans ne tremblait pas comme quelques jours auparavant. Les cheveux argentés étaient toujours en désordre, mais les yeux étaient différents. Clairs, calmes, avec la profondeur de quelqu'un qui a traversé une tempête. J'ai regardé longtemps et j'ai dit doucement « Bon retour, Hélène. Tu as enfin retrouvé ta propre colonne vertébrale. » J'ai souri et j'ai éteint la lumière. Dans le noir, j'ai entendu mon rythme cardiaque ralentir, régulier, comme une promesse silencieuse. Je suis toujours en vie, et cette fois, je vis pour moi. Je me souviens encore de ce matin d'automne, il y a 10 ans, lorsque Daniel, mon mari, a rendu son dernier souffle à l'hôpital de la Miséricorde. La lumière du soleil se glissait par la fenêtre et tombait sur son visage, d'un or pâle étrangement paisible. Je suis restée assise là, tenant sa main jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Après cela, tous les sons sont devenus flous, le moniteur cardiaque, le médecin appelant son nom, le vent dans le couloir. Une seule chose résonnait dans ma tête. « Tu iras bien, Hélène. » Daniel m'avait dit ça avant de partir, mais je n'allais pas bien. Pendant plus de 40 ans de mariage, j'ai travaillé dans une usine de confection à la périphérie de Saint-Paul. 35 ans de presse métallique, de sifflets de changement d'équipe et de l'odeur âcre de la teinture. Daniel était chauffeur de camion, souvent sur la route, donc j'étais principalement à la maison avec notre fils, Lucas. Nous n'étions pas riches, mais nous nous en sortions. Chaque euro que je gagnais était divisé en deux. Une part pour les factures, le reste pour Lucas. Je me souviens des jours de forte neige où je marchais plus de 3 kilomètres jusqu'à l'usine parce que le bus était en retard, juste pour rentrer à temps pour lui préparer à manger. J'ai sauté le petit déjeuner pendant un mois pour lui acheter sa première paire de baskets de marque. Quand il souriait, j'oubliais la fatigue. Lucas était un bon garçon, gentil, affectueux, attentionné. Mais quand Daniel est mort, tout a changé. Lucas avait 28 ans, marié depuis un peu plus d'1 an. J'ai essayé de ne pas lui montrer ma faiblesse, mais il n'était plus le garçon qui courait pour serrer sa mère dans ses bras. Il était occupé, renfermé, et Chloé, ma nouvelle belle-fille, ne semblait pas me vouloir dans leur vie. Au début, je me suis dit, les jeunes sont occupés. Ne réfléchis pas trop. Mais la distance n'a cessé de grandir. Les appels sont devenus plus courts. Je suis en réunion, maman.
Ne t'inquiète pas, nous allons bien. Les visites se sont raréfiées, passant d'hebdomadaire à mensuel, puis uniquement pour les fêtes. Chloé souriait toujours poliment, mais ses yeux traçaient une frontière. C'est notre territoire. J'ai compris et je me suis lentement retirée. J'envoyais toujours des cadeaux d'anniversaire, des gâteaux de Noël et des cartes. Mais de nombreux cadeaux n'ont jamais été ouverts. Je le sais parce que je les ai vus dans le garage lors d'une visite, une épaisse couche de poussière sur des paquets que j'avais soigneusement emballés. Je suis restée immobile dans l'odeur d'essence et de peinture, regardant mes cadeaux comme des souvenirs oubliés. Ce sentiment d'être invisible m'a suivi pendant des années. D'abord, c'était de la tristesse, puis du vide, et enfin un doute lancinant. S'il ne me restait rien, mon fils me verrait-il encore comme sa mère? Je me souviens de la nuit où Maître Perrin, l'avocat, a appelé. Il m'a parlé de la succession d'un cousin éloigné, 5 millions d'euros. Je suis restée figée sur ma chaise, le combiné à la main, l'esprit en ébullition. Cette somme dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Mais ce qui m'a empêché de dormir, ce n'était pas l'argent. C'était une question, nette et claire. Si j'étais riche, mon fils m'aimerait-il plus? Et puis une autre, plus profonde, plus dure. Si j'étais pauvre, m'aimerait-il encore? C'est là que l'idée de le tester a pris racine. Je ne suis pas une intrigante. Je voulais juste la vérité. Les gens disent, quand on est vieux, il faut préserver la paix et ne pas créer de vagues. Mais après une vie passée à vivre pour les autres, à la fin, je voulais vivre une fois pour la vérité. Je savais que le test pourrait nous briser pour toujours. Je savais que si Lucas se détournait, il ne me resterait peut-être plus personne. Mais à mon âge, je préférais affronter une vraie douleur que de vivre avec de doux mensonges. Cette nuit-là, j'ai écrit un plan dans un petit carnet, le genre que j'utilisais pour les budgets ménagers quand je travaillais. Sur la première page, j'ai écrit « Si l'amour a besoin d'argent pour survivre, ce n'est pas de l'amour ». Quand j'ai appelé Lucas et que j'ai menti en disant que j'avais tout perdu, mon cœur battait la chamade comme si j'avais commis un crime. Je pouvais entendre ma voix trembler. Mais derrière la peur, il y avait une mince lueur d'espoir que mon fils me prouverait le contraire, que mes doutes n'étaient que le fruit d'un esprit solitaire et hypersensible. Quand Lucas a dit « Viens à la maison », j'ai préparé la chambre. J'ai failli fondre en larmes. Je voulais y croire. J'y ai cru. J'ai même imaginé que nous dînerions ensemble. Moi, cuisinant son rôti préféré. Chloé, réalisant lentement que je n'étais pas un fardeau. J'ai même pensé à leur parler de l'argent pour qu'ils sachent que je n'avais besoin de personne pour me soutenir. Je voulais juste être aimée. Mais le lendemain matin, debout devant une maison vide et le panneau « à vendre » clignotant au soleil, tout espoir en moi s'est transformé en poussière. Aucune explication, aucun adieu, juste le silence. Quiconque a été rejeté par sa famille sait à quel point ce silence fait mal. Et vous, dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous a le plus blessé? Écrivez-le et dites-le moi dans les commentaires. Non pas pour juger qui a raison ou tort, mais pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls à traverser de telles blessures. Je suis restée assise sur les marches pendant des heures, essayant de justifier ce qu'ils avaient fait. Peut-être que quelque chose s'est passé. Peut-être que Chloé a mal compris. Mais plus j'y pensais, moins je trouvais de raisons décentes pour laisser sa mère sur le pas de la porte. C'était comme être dans une pièce qui était autrefois chaude, et soudain quelqu'un éteint les lumières, retire la couverture et ouvre la fenêtre au froid. Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Certaines blessures ne saignent pas, mais elles vous réveillent. Et à partir de ce jour, j'ai compris que la relation entre mon fils et moi n'était qu'un simple fil, et que ce n'était pas moi qui tenais les ciseaux. De nombreuses nuits après, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières des maisons en face. Là-bas, des familles se réunissaient, des rires traversaient les murs fins. Je n'avais que le tic-tac de l'horloge et mes pensées qui dérivaient sans fin. L'avais-je tellement aimé que je l'avais étouffé, ou mon amour n'avait-il jamais été le bon? Aucune réponse n'est venue, seulement le silence. Et dans ce silence, une chose est devenue claire. Je ne rachèterai pas une famille avec des enveloppes d'argent. Je ne garderai pas mon fils près de moi avec des repas ou des promesses d'aide. Si l'amour doit être payé, je préfère le perdre. Mon test n'avait en réalité qu'une seule question. Si maman n'a plus rien, m'ouvriras-tu la porte? J'ai eu ma réponse. Cette porte ne s'est pas ouverte. Elle ne s'est pas seulement fermée à mon nez. Elle s'est fermée en moi, silencieusement, de manière décisive. Non avec colère, mais avec clarté. Quand on a été assez blessé, on commence à voir les choses sous un jour différent. J'ai commencé à comprendre que la famille, ce ne sont pas seulement des noms ou du sang partagé. La famille, c'est là où quelqu'un ouvre vraiment la porte quand vous frappez. Je pensais que le bonheur signifiait d'avoir mon fils près de moi, entendre « maman » chaque week-end.
Mais maintenant, j'ai réécrit cette définition dans mon vieux carnet, mes lettres tremblantes toujours claires. La famille, c'est là où l'on est vu, respecté et aimé sans condition. J'ai plié le carnet et je l'ai posé sur la table, puis j'ai regardé ma petite pièce. La lumière de l'après-midi se déversait par la fenêtre, baignant tout d'un or chaud. J'étais toujours seule, mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas vide. Je n'avais plus besoin que quelqu'un confirme ma valeur. J'avais seulement besoin de vivre selon ce que je crois, que même lorsque la famille se détourne, le respect de soi est le toit le plus solide que l'on puisse avoir. 2 semaines plus tard, Maître Perrin a appelé pour confirmer que la totalité du montant avait été transférée. Sa voix était stable et un peu plus chaude qu'auparavant. Félicitations, Hélène. La vie nous donne rarement une chance de recommencer à cet âge. Il semble que vous ayez trouvé comment. J'ai souri au téléphone. Pas recommencer, Maître Perrin, juste continuer différemment. Cet après-midi-là, je suis entrée dans une petite maison de 2 chambres à Chêneraie, les clés à la main. Ce n'était pas luxueux, mais c'était suffisant. Des murs crème, une grande fenêtre orientée à l'est et un vieux pommier se tenant tranquillement dans le jardin arrière. Ses feuilles jaunissaient, avec quelques fruits restants de la saison dernière. J'ai touché l'écorce, rugueuse et familière, comme si je tenais la main d'un vieil ami. Le soleil se déversait par la fenêtre sur le parquet clair. J'ai posé ma petite valise et je me suis tenue au milieu du salon vide, entendant clairement les battements de mon cœur. Après des années à l'étroit dans le vieil appartement, j'avais l'impression que l'espace lui-même pouvait respirer. Ce soir-là, j'ai préparé un repas simple. Soupe de poulet, pain, un verre de vin rouge. J'ai tamisé les lumières et j'ai mis le morceau de piano que Daniel aimait. Les notes se déplaçaient lentement, comme si le temps avait enfin relâché son emprise sur moi. J'ai levé mon verre et j'ai dit doucement « Bienvenue chez toi, Hélène ». Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris de nouvelles habitudes. Chaque matin, j'ouvrais la fenêtre à la première lumière, je faisais du café et je me promenais dans le quartier. Chêneraie était calme. De petites maisons nichées derrière des rangées d'érables. Les gens se saluaient d'un sourire et d'un signe de tête. Je me sentais m'intégrer à ce rythme simple. Pas de bruit, pas d'exigence, plein de vie. Un matin, je me suis arrêtée au centre communautaire pour m'inscrire à un cours d'aquarelle. La professeure, Marie-Belle, la quarantaine, les cheveux en chignon et une voix légère comme une brise, m'a accueillie avec un sourire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, vous savez. J'ai à moitié plaisanté, à moitié sérieusement. J'ai juste peur que mes mains tremblent trop pour tracer une ligne droite. Ce n'est pas grave, a-t-elle souri. Rien dans cette vie n'est parfaitement droit de toute façon. Au premier cours, je me suis assise parmi des gens de 20 ou 30 ans de moins que moi. Le pinceau tremblait. L'eau débordait de la ligne, laissant des traînées étranges. J'ai presque froissé le papier, mais Marie-Belle s'est approchée, l'a étudié et a dit doucement « Ne le corrigez pas, laissez-le sécher. Parfois, les erreurs rendent la peinture réelle. » J'ai regardé le bleu s'infiltrer dans le jaune, devenant un bleu vert clair, et soudain j'ai senti que l'espoir pouvait aussi naître des erreurs. Ce week-end-là, je suis retournée au bureau de Maître Perrin pour signer les documents établissant le fonds Le Havre du Cœur. 1 million d'euros a été mis de côté, investi en toute sécurité, les revenus étant utilisés pour l'aide au logement, la nourriture et les conseils juridiques pour les femmes de plus de 60 ans abandonnées ou sans abri. Maître Perrin a posé le dossier devant moi et a demandé « Le fonds portera-t-il votre nom ?» J'ai secoué la tête. Non, je ne veux pas que mon nom soit associé à la pitié. Je veux juste que quiconque reçoit un repas ou un toit de ce fonds sente qu'il compte encore. Dans l'après-midi, je suis allée au centre pour femmes pour rencontrer les premières bénéficiaires. Une petite pièce, une table ronde, une théière au milieu. Une dame aux cheveux blancs a dit que son fils l'avait placée dans une maison de retraite et n'était jamais revenu. Une autre avait été veuve à 40 ans et vivait de maigres allocations. Elle parlait. J'écoutais. Chaque histoire était une tranche de la douleur que j'avais goûtée. Quand une femme nommée Ruth a dit qu'on ne l'avait pas appelée « maman » depuis 3 ans, j'ai tourné le visage et j'ai fait semblant de siroter du thé pour pouvoir essuyer mes yeux. J'ai réalisé que ces femmes n'avaient pas besoin d'être sauvées. Elles avaient besoin d'être vues, respectées et qu'on leur rappelle qu'elles ne sont pas invisibles. Après la réunion, je me suis dirigée vers le parking alors qu'une pluie fine commençait à tomber. Le vent a ramené l'odeur de la terre humide, et j'ai pensé à mon jardin où le vieux pommier attendait. J'ai levé les yeux vers le ciel gris et j'ai pensé, la pluie ne fait pas que mouiller le sol, elle lave ce qui est vieux. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie brune s'est installée dans un nouveau rythme. Le matin, je peignais. L'après-midi, je travaillais avec les bénévoles du fonds. Ils m'appelaient Madame Hélène et prenaient de mes nouvelles comme des amis.
Le week-end, nous apportions de la nourriture au marché communautaire, des produits frais, du lait et du pain pour les femmes âgées vivant seules. Une fois, une dame m'a tenu la main et, tremblante, a dit « Je pensais que je vivais juste pour finir le mois, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore dans cette vie. » Ces mots m'ont immobilisé. J'ai compris qu'un toit et un repas peuvent guérir plus que n'importe quel discours réconfortant. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche chaude et je me suis assise à mon bureau pour écrire dans mon journal. J'ai écrit « Une maison peut guérir, mais il faut d'abord oser sortir de la vieille maison de ses souvenirs. » J'ai fermé le carnet et j'ai regardé ma nouvelle cuisine. Sur la table se trouvait la première aquarelle que j'avais peinte, un pommier ensoleillé, des feuilles inégales, des coups de pinceau maladroits. Mais je l'aimais. Elle prouvait que j'avais osé essayer, osé me tromper et osé vivre. J'ai versé une tasse de thé et j'ai ouvert mon téléphone pour consulter les nouvelles. Parmi un flot d'alertes se trouvait un nouveau message d'un numéro familier. Lucas. Une courte ligne, juste 6 mots. Maman, je veux qu'on se voie. Je suis restée immobile, le bout de mon doigt reposant légèrement sur l'écran. Mon cœur s'est serré, non de bonheur, mais d'une peur très familière. Si je réponds, est-ce que tout se répétera? J'ai posé le téléphone et je me suis dirigée vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé. Le clair de lune filtrait à travers le pommier, projetant des éclats de lumière sur le sol. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pratiqué la respiration que Marie-Belle enseignait en cours de peinture. Inspirez, recevez le présent, expirez, libérez le passé. J'ai fermé les yeux et j'ai senti l'air frais remplir mes poumons. Je n'ai pas répondu au message de Lucas. J'ai juste écrit une seule ligne dans mon journal avant de me coucher. Apprends à retarder ta réponse. Non par froideur, mais parce que je ne veux plus me précipiter pour sauver quelqu'un par vieille habitude. J'ai fermé le carnet et j'ai soufflé la bougie sur la table. Dans l'obscurité ouatée, j'ai entendu le bruissement des feuilles du jardin et le léger parfum des pommes mûres s'infiltrer dans la pièce. Un nouveau chapitre de ma vie s'était vraiment ouvert, non avec éclat, mais avec la tranquillité d'esprit. Je savais que Lucas revienne ou non, je resterais ferme. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'avais pas seulement une maison, je m'avais moi-même. Il m'a fallu 3 jours pour réfléchir à ce message. 3 jours entre des nuits blanches et des matins où je me réveillais le cœur noué. Je ne voulais pas rencontrer Lucas alors que j'étais émotive, et je ne voulais pas le rencontrer avec un cœur rempli de colère. J'avais besoin de clarté, pour moi et pour lui. Le samedi matin, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit une courte ligne. Dimanche, 15 heures. Place de la Liberté, Fontaine Centrale. J'ai envoyé un message à Lucas avec seulement le lieu et l'heure, rien de plus. Il a répondu 10 minutes plus tard. J'y serai. Ce dimanche-là, le ciel était clair, la brise légère, la lumière du soleil se déversant sur les briques rouges de la place. Je suis arrivée 15 minutes en avance et j'ai choisi un banc de pierre près des érables. L'eau jaillissait de la fontaine centrale et retombait, laissant une fine brume qui flottait comme un souffle d'automne. Je me suis assise, les mains jointes, essayant de rester calme. Une partie de moi voulait tourner les talons et éviter la conversation à venir, mais l'autre partie, celle qui avait enduré, perdu et appris à se tenir debout, voulait y faire face. À 15 heures précises, Lucas est apparu. J'ai failli ne pas le reconnaître. Ses cheveux bien coiffés étaient maintenant en désordre. Son visage était émacié, une barbe naissante et inégale, une chemise froissée, des cernes sombres et une démarche prudente comme s'il craignait sa propre ombre. « Maman » a-t-il dit, la voix basse et fatiguée. J'ai hoché la tête et j'ai indiqué le banc en face de moi. « Assieds-toi, Lucas. » Il s'est assis, se frottant les mains, les yeux évitant les miens. Pendant quelques secondes, seul le bruit de la fontaine s'est interposé entre nous. Puis il a parlé. « Chloé est partie, maman. Elle m'a quitté. Elle a tout pris. Les cartes de crédit, le bail. Elle a laissé une pile de dettes et un appartement sur le point d'être saisi. » Je suis restée silencieuse. Je ne ressentais ni triomphe ni pitié, juste un frisson creux se propageant comme un vent froid. « J'ai besoin de toi » a-t-il poursuivi, la voix étranglée. « Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça, mais je suis vraiment coincée. Je te demande seulement de m'aider cette fois-ci pour que je puisse payer le loyer et recommencer à zéro. » Je l'ai regardé longuement. À cet instant, je n'ai pas vu le petit garçon qui s'endormait sur mon épaule. J'ai vu un homme las, écrasé par la vie même qu'il avait construite. J'ai demandé doucement, « Lucas, te souviens-tu du dernier endroit où je t'ai vu ?» Il a froncé les sourcils et a légèrement hoché la tête. « L'appartement aux belles vues. » J'ai hoché la tête, ma voix égale et calme. Ce jour-là,
je me tenais à ta porte. Tu savais que je venais parce que tu avais dit « Viens à la maison ». J'ai préparé la chambre. Mais quand j'ai frappé, Chloé m'a dit que je m'étais trompée d'endroit, et tu es resté derrière elle sans un mot. Quand j'ai finalement demandé, tu as dit « Pour l'instant, ce sera mieux pour tout le monde ». Lucas a baissé la tête. J'ai continué, sans élever la voix, chaque mot coupant l'air, net et précis. Tu n'as pas échoué parce que tu es fauché, Lucas. J'ai été plus pauvre que toi de nombreuses fois. Tu as échoué parce que tu as manqué d'humanité. J'ai vu ses épaules trembler, sa main se crisper. Je sais que tu as raison, mais Chloé, elle m'a empoisonné, maman. Elle m'a fait croire que tu voulais juste le contrôle, que tu ne voulais pas que je sois indépendant. J'ai été stupide. Je l'ai laissé me diriger. Je l'ai regardé, mon cœur se serrant une fois. Chloé a pu dire des choses, manipuler, mais tu as choisi de croire. Tu as choisi de me tourner le dos. Personne ne t'a forcé. Il a levé la tête, les yeux rouges. Je suis désolée. Je veux juste une chance de réparer ça. Je ne veux pas te perdre. Je promets que je serai différent cette fois. J'étais silencieuse. Une brise s'est levée. Des feuilles d'érable ont tourbillonné autour de nous. J'ai parlé lentement, d'une voix légère mais ferme. Les chances, Lucas, ne viennent pas avec de l'argent. Il a cligné des yeux, confus. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si tu veux vraiment guérir ça, tu dois d'abord te relever. Je ne peux pas continuer à sauver quelqu'un qui ne se sauvera pas lui-même. J'ai de l'argent, mais je ne l'utiliserai pas pour racheter la piété filiale. Il a baissé le regard, le poing serré. Je savais que mes paroles le blessaient, mais je savais aussi qu'elles étaient le remède amer dont il avait besoin. Il a murmuré, « Je vais essayer, mais maman, je suis vraiment en difficulté. Si tu pouvais me prêter un peu, juste pour garder l'appartement. » J'ai soupiré et j'ai croisé son regard. « Lucas, ne vois-tu pas? Chaque fois que tu dis « j'ai besoin de toi », cela vient avec une facture. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de mon argent. Et je suis fatiguée de jouer ce rôle. Il s'est tu. Le regard dans ses yeux est passé de la supplication à la confusion, puis s'est installé dans la honte. Tu penses que je suis venue juste pour l'argent? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai demandé, si j'étais venue ici aujourd'hui les mains vides, serais-tu resté assis à parler aussi longtemps? Silence. La question est tombée comme une pierre dans la fontaine, envoyant des ondulations à travers tout. Je me suis levée, j'ai fermé mon cardigan et j'ai dit doucement, Lucas, je ne veux pas que tu souffres, et je ne veux pas que tu sois pauvre, mais je ne peux pas te laisser utiliser la famille comme un contrat de prêt. Quand tu apprendras à respecter les gens, même quand ils ne te donnent rien, alors viens me trouver. Je me suis éloignée, entendant le banc grincer derrière moi. Lucas a appelé « Maman ». Mais je ne me suis pas retournée. J'ai marché lentement, chaque pas lourd comme du plomb, mais la tête haute. Au-dessus de moi, les nuages s'amincissaient, et le soleil tardif illuminait mes cheveux, attrapant les mèches argentées. J'ai senti mon cœur battre la chamade, non de douleur, mais de libération. Je savais qu'aujourd'hui n'était pas la fin. Les liens entre Lucas et moi n'étaient pas complètement rompus, mais ils avaient changé, passant de la dépendance aux limites. Une mère peut toujours aimer, mais aimer avec sagesse et respect de soi. En quittant la place, je me suis arrêtée dans un petit café au coin de la rue. La jeune serveuse m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit, un cappuccino, léger en sucre. Quand elle l'a apporté, j'ai regardé la mousse blanche et j'ai vu mon reflet. Je me suis dit que je n'avais pas gagné cette conversation, mais je ne m'étais pas perdue. J'ai envoyé un SMS court à Lucas, sans reproche ni colère. J'espère que tu vas bien. Quand tu seras vraiment prêt, j'écouterai. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Dehors, la fontaine jaillissait toujours haut, la lumière du soleil attrapant un faible arc-en-ciel. J'ai souri. Peut-être que tout le monde doit traverser son propre soleil et sa propre pluie pour voir un arc-en-ciel. Et moi, une mère qui pensait autrefois que perdre son fils signifiait tout perdre, j'ai soudain réalisé que je n'avais rien perdu. J'avais enfin appris à me tenir debout sans que personne ne me tienne la main. 3 jours après notre rencontre sur la place, j'ai reçu un message de Lucas. Maman, je veux entendre la vérité. Dis-moi juste la vérité. Même si ça fait mal, je veux savoir. Je l'ai lu et relu. Pour la première fois depuis longtemps, mon fils ne demandait pas d'argent ni ne cherchait d'excuses. Il voulait juste entendre la vérité. Je n'étais pas sûre si c'était un remords sincère ou juste une autre étape de notre négociation, mais j'étais allée assez loin pour savoir que si je restais silencieuse, le non-dit se transformerait en mur. J'ai répondu par SMS, d'accord, demain à 16 heures. Le café du port, au bord du fleuve. Sois à l'heure.
Le lendemain, le temps était couvert. Je suis arrivée 10 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Le fleuve scintillait comme de l'argent. Des mouettes rasaient l'eau. J'ai commandé une tisane à la camomille, la seule chose qui calme mon cœur. À 16 heures précises, Lucas est entré. Il était plus mince et usé, mais ses yeux avaient quelque chose de différent. Pas de tension, pas d'évasion. « Merci d'être venu », dit-il doucement. J'ai hoché la tête. « Tu as dit que tu voulais la vérité. Je te dirai tout aujourd'hui. Sans rien cacher, sans détour. Mais avant de parler, promets-moi une chose. N'interromps pas, écoute jusqu'à la fin. » Lucas a hoché la tête, sa main sur la table tremblant légèrement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. « Lucas, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de Maître Perrin. Il m'a dit que j'héritais de 5 millions d'euros d'un oncle éloigné en Californie. Cet argent est entièrement légal, sans aucune condition. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Il se pencha en avant. « 5 millions ?» J'ai légèrement hoché la tête. Oui, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, ce n'était pas l'argent. C'était toi. Pendant des années, j'ai trouvé des excuses à ta froideur, ton emploi du temps, ta propre famille, la pression. Mais au fond de moi, j'avais une peur. Si je n'avais rien, m'ouvrirais-tu encore ta porte ? Il baissa les yeux vers sa tasse fumante. J'ai continué. J'ai donc fait quelque chose que tu vas peut-être détester. J'ai fait semblant d'être fauché. J'ai appelé et j'ai dit que j'avais tout perdu et que j'étais sur le point d'être expulsé. Je voulais juste voir, quand je n'aurais plus rien, ce que tu ferais. L'air entre nous s'épaissit. Lucas leva les yeux, le choc et l'incrédulité traversant son visage. Maman, tu m'as testé. J'ai hoché la tête. Je l'ai fait. Non pas pour te faire honte ou te piéger. Je voulais juste savoir combien de vérité il restait dans notre amour. Il se tut quelques secondes, puis laissa échapper un demi-sourire tordu. Alors, tout ça a été mis en scène. Tu m'as manipulé ? Sa voix s'éleva. Quelques personnes jetèrent un coup d'œil. J'ai posé ma main légèrement sur la table, stable. Non, Lucas. Je ne t'ai pas manipulé. J'ai mis en lumière ton choix. Chacun a la chance d'agir selon sa conscience. Je ne t'ai pas fait fuir. La porte du Bellevue ne s'est pas fermée à cause de moi. Elle s'est fermée à cause de toi. Il se mordit la lèvre, silencieux, les yeux vacillants comme s'il cherchait une sortie. Je sais, dis-je plus doucement, que si tu avais ouvert la porte ce jour-là, tout aurait pu être différent. Je t'aurais serré dans mes bras. Nous aurions parlé. Et puis je t'aurais parlé de l'argent. Tu n'aurais rien eu à demander, car j'avais prévu de partager une partie avec toi. Mais tu ne l'as pas ouverte. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas racheter une famille avec de l'argent. Lucas expira. Facile à dire pour toi. Sais-tu ce que j'ai traversé ? Chloé m'a quitté. Les dettes se sont accumulées. J'étais au plus mal. J'avais peur. Si tu voulais vraiment m'aider, pourquoi me faire subir un test comme ça ? J'ai croisé son regard. Parce que si j'avais aidé sans savoir qui tu étais, je n'aurais fait que nourrir la dépendance, pas sauver mon fils. Tu avais besoin d'être sauvé de toi-même, Lucas. Il secoua la tête, la voix brisée. Tu ne comprends pas, Chloé m'a fait croire que tu voulais le contrôle. Elle a dit que si tu emménageais, tu contrôlerais mon mariage. J'ai eu un sourire triste. Et tu as choisi de la croire, elle, plutôt que la personne qui t'a élevée pendant 30 ans. C'est bien. Je ne suis pas en colère. Mais je ne vivrai plus comme la mère qu'on peut utiliser. J'ai un principe clair maintenant. Je ne donnerai pas d'aide financière. Si tu veux vraiment recommencer, je peux t'aider à démarrer, mais pas avec de l'argent. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai une connaissance dans une entreprise de logistique. Ils ont besoin d'un chef d'équipe. Je peux te recommander si tu es prêt à commencer par le bas de l'échelle. De plus, mon fonds Le Havre du Cœur propose un cours gratuit de compétences financières pour les personnes qui ont fait des erreurs avec l'argent. Tu peux le suivre, mais je ne signerai plus de chèque. Silence. Lucas me dévisagea, puis repoussa brusquement sa chaise et se leva. Tu me prends pour un mendiant ? Je ne suis pas venu ici pour entendre un sermon. Je demandais juste un peu d'aide. Garde tes cours. Je suis restée assise. Tu as le droit d'être en colère, Lucas. Mais la vérité ne change pas simplement parce que tu élèves la voix. Il secoua la tête, la voix brisée. Tu dis que je manque d'humanité. Mais c'est toi qui es froide. Tu as monté un test et tu es assise là à me juger. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais autrefois tenu dans mes bras quand il avait peur du noir. Maintenant, il avait peur de la lumière de la vérité. Peut-être que tu as raison,
dis-je doucement. Peut-être que je suis froide. Mais la froideur est le seul moyen de ne pas être ramené dans la même boucle. Je n'ai pas la force de verser plus d'amour dans un puits sans fond. Il resta debout quelques secondes de plus, puis se retourna et sortit à grands pas. La porte s'ouvrit en grand, une rafale de vent soulevant la serviette sur notre table et la faisant tournoyer dans les airs. Je ne l'ai pas suivi, non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que j'ai appris à le laisser marcher seul. Je me suis assise et j'ai siroté le thé refroidi. La camomille était faible mais chaude, comme une douce étreinte de moi-même. Dehors, j'ai regardé la silhouette de Lucas rétrécir dans la foule, avalé par le flot comme un grain de sable dans le vent. Je savais que même s'il était parti en colère aujourd'hui, peut-être qu'un jour il comprendrait que le test n'était pas pour le blesser, mais pour l'aider à voir sa propre lumière. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai préparé un dîner simple, des œufs au plat et une soupe de légumes. Quand j'ai mis la table, je n'ai mis qu'un seul couvert et je ne me suis pas sentie seule. J'ai allumé les lumières, j'ai ouvert le carnet de travail du Havre du Cœur et j'ai rédigé un email à Maître Perrin. Maître Perrin, merci pour votre confiance et votre soutien. Je souhaite étendre le fonds le mois prochain avec un programme de mentorat professionnel et de gestion de la dette personnelle. Faites-moi savoir quand une réunion vous conviendrait. Hélène Lambert. J'ai appuyé sur envoyer et je suis restée à regarder l'écran. Dehors, les feuilles du pommier bruissaient. Sous la lune, de nouvelles petites pommes se formaient. J'ai souri. La vie, même tardive, s'est encore germée de ce que l'on croyait perdu. Et moi, une mère autrefois laissée devant une porte fermée, j'ai enfin compris. Parfois, pour trouver la paix, il faut ouvrir la vérité, même si cela fait fuir les autres. Le lendemain matin, je suis retournée à la place de la Liberté, l'endroit où je m'étais assise après que Lucas m'ait fermé la porte au nez. Le vieux banc était toujours là, avec une fine couche de mousse, et sur le bois était gravé un M+D, que quelqu'un avait griffonné avec un petit couteau. Je me suis assise et j'ai pris une profonde inspiration. L'air matinal sentait les feuilles humides mêlées au café du magasin d'en face. Tout autour de moi était presque inchangé. Seul le cœur humain était différent. Ce jour-là, je m'étais assise sur ce même banc, me sentant comme une ombre, une mère laissée pour compte, les mains tremblantes autour d'un téléphone, espérant que son fils rappellerait. Aujourd'hui, je me suis assise ici, mais pas pour attendre quelqu'un. Je me suis assise pour dire adieu à une vieille blessure. J'ai regardé la fontaine au milieu du parc, ses jets s'élevant et retombant toujours, captant le soleil du matin. J'ai pensé à Daniel, mon mari parti depuis plus de 10 ans. S'il était vivant, il s'assierait à côté de moi, sa main chaude sur mon genou, et dirait de cette voix basse et familière, « Ne rachète pas l'amour, Hélène. Le vrai amour n'a jamais besoin de reçu. » J'ai souri légèrement. Certaines paroles ne se comprennent que dans la seconde moitié de la vie. Je pensais que le pardon signifiait ouvrir la porte, revenir en arrière, donner à nouveau. Mais non, le pardon, ai-je réalisé, ne signifie pas ouvrir son portefeuille. Cela signifie laisser tomber la pierre que l'on tient dans sa main. Cette pierre, c'est le ressentiment. Le besoin de faire comprendre, de s'excuser, de payer. J'ai ramassé une feuille tombée à mes pieds et je l'ai étudiée. Sèche, cassante, prête à s'effriter. J'ai appuyé doucement. Elle s'est brisée en petits morceaux et est tombée. Peut-être que le pardon est comme ça, non pas le jeter, mais le laisser se transformer en poussière. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon vieux carnet, celui intitulé « Choses à faire juste pour moi ». Sur une nouvelle page, j'ai écrit une courte lettre à moi-même. Hélène, les fils grandissent, et parfois ils cessent d'être l'enfant dans ton cœur. Les gens changent, et nous devons apprendre à grandir avec la vérité. Ne retourne pas dans le passé. Il n'y a que des portes fermées là-bas. Continue à marcher, les mains plus légères et le cœur stable. J'ai posé le stylo et j'ai senti une légèreté monter en moi. Peut-être que pour la première fois, j'écrivais non pas pour me souvenir, mais pour laisser partir. La semaine suivante, je suis retournée au centre du Havre du Cœur. Maître Perrin venait d'envoyer un rapport. Le fonds fonctionnait depuis un mois complet. Nos bénévoles prenaient en charge plus de cas, principalement des femmes âgées abandonnées par leurs enfants ou expulsées après des litiges financiers. Ce jour-là, nous avons rencontré une femme de 72 ans nommée Elena. Cheveux blancs, mains tremblantes à cause de l'hypertension. Elle a dit que son fils unique avait pris toute sa retraite pour investir dans un projet, puis avait disparu. Elle avait dormi sur des bancs de parc pendant 3 nuits avant que quelqu'un ne l'envoie ici. Pendant qu'elle parlait, ma gorge s'est nouée. Chaque phrase ressemblait à un miroir reflétant mon passé. La mère chassée de la maison qu'elle avait aidé à construire. Je lui ai tenu la main et j'ai dit doucement, « Vous n'êtes pas seul. Nous allons d'abord vous trouver un endroit sûr. » Cet après-midi-là,
notre équipe a trouvé une petite chambre dans une résidence pour personnes âgées. Je l'ai accompagnée. C'était simple, une fenêtre donnant sur un jardin, un lit propre, des draps frais. Elena est restée immobile un long moment, puis s'est retournée et m'a serré fort dans ses bras, ses larmes trempant mon épaule. « Merci de me traiter comme une personne, » a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste tapoté le dos. À cet instant, mon but est devenu très clair. Pas la vengeance, pas l'attente des excuses de mon fils, mais devenir un endroit où les autres peuvent être vus, ne serait-ce qu'une fois. Ce soir-là, Maître Perrin a envoyé un rapport par email. Le Havre du Cœur a soutenu 15 cas au cours de son premier mois. 6 personnes ont un logement stable. 3 ont un emploi à temps partiel. Félicitations, Hélène. Votre graine prend racine. Je l'ai lu les yeux humides. Je me suis souvenu de mes mains tremblantes lorsque j'ai signé les premiers documents du fonds. Maintenant, 15 personnes, ce n'est pas un grand nombre, mais pour moi, ce sont 15 portes ouvertes. Des portes qui, à un autre moment, m'avaient été fermées. J'ai sorti du papier et je me suis assise à mon bureau. Je peignais la nuit depuis un certain temps pour maintenir mon monde intérieur stable, mais ce soir, je voulais peindre quelque chose de spécifique. Une porte ouverte. J'ai mélangé les couleurs et j'ai posé le pinceau sur le papier. Un lavis jaune pâle matinal, une porte légèrement entr'ouverte au centre, une lumière chaude au-delà. Mes mains ne tremblaient pas. Les coups de pinceau étaient doux et sûrs. Quand j'ai fini, j'ai fixé la peinture un long moment. Elle n'était pas belle selon les normes, mais elle contenait tout mon parcours, de quelqu'un laissé devant une porte à quelqu'un d'assez courageux pour en ouvrir une pour elle-même. En rinçant le pinceau, mon téléphone s'est allumé. Un message de Lucas. Juste une ligne blanche, pas de mots, pas d'émoji, seulement un espace vide. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai posé le téléphone. Pas de colère, pas de douleur, pas d'attente. Peut-être que cet espace blanc est le seul langage que nous puissions tous les deux comprendre pour le moment. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé une autre théière et je l'ai emportée dans le jardin. Le pommier se tenait là, ses feuilles bruissant doucement au clair de lune. Quelques jeunes pommes avaient grossi, rondes et brillantes. J'ai tendu la main et j'ai touché celle qui était la plus proche. Elle était fraîche et solide. Je me suis souvenu de ce que Maître Perrin avait dit un jour, tout arbre qui survit à l'hiver revient plus fort. J'ai souri. Peut-être que les gens sont pareils. Je suis rentrée, j'ai tiré les rideaux et je me suis allongée. Sur la table, la peinture de la porte ouverte séchait encore, la lumière chaude attrapant les doux lavis de couleurs. J'ai écouté le vent à la fenêtre, les feuilles se frôlant comme une douce berceuse. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, le sommeil est venu rapidement, profond et sans cauchemar. Plus de rêves de portes qui se ferment. Plus de pas qui s'éloignent. Plus de sourires froids de Chloé ou de mon fils disant « Je ne peux pas », seulement une lueur pâle au fond du rêve où une mère est assise près d'une porte ouverte, la main sur la table, regardant paisiblement le jardin. Le lendemain matin, lorsque la première lumière s'est glissée à travers les rideaux, je souriais encore dans mon sommeil parce que je savais que j'avais vraiment traversé l'hiver de ma vie. Et cette fois, la peine était venue de personne d'autre que de moi. Un matin du début de l'automne, alors que je préparais mon café, on a frappé à la porte. Le facteur, dans une veste bleue, a souri et m'a tendu une enveloppe ivoire légèrement froissée. Courrier pour Madame Hélène Lambert. J'étais surprise. Qui écrit encore des lettres à la main. Après avoir fermé la porte, j'ai regardé l'enveloppe et j'ai senti mon cœur se serrer. L'écriture penchée, un peu instable mais familière. C'était exactement l'écriture de Lucas de ses années de lycée, quand il griffonnait des vœux d'anniversaire sur des cartes pour moi. Dans le coin supérieur gauche, j'ai vu une petite ligne. Pour maman, si tu veux encore lire. Je me suis assise, les mains tremblantes en l'ouvrant. Le papier à l'intérieur n'était pas blanc éclatant, mais d'un jaune délavé. L'encre avait une odeur familière. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire. Maman, j'ai écrit et déchiré cette lettre 5 fois avant de pouvoir l'envoyer. Si tu lis ceci, c'est que j'ai arrêté de fuir. Chloé est partie pour de bon. Elle a vidé l'appartement et a tout pris. Même la montre que tu m'as offerte pour mes 18 ans. Je ne suis plus en colère contre elle. Je suis en colère contre moi-même d'avoir laissé les choses en arriver là. Tu avais raison. Je n'ai pas échoué parce que j'étais fauchée. J'ai échoué parce que j'ai manqué d'humanité. Je t'ai blâmé pour pouvoir vivre plus facilement, pour ne pas avoir à me regarder en face. Quand Chloé m'a dit que tu étais contrôlante, je l'ai cru parce que croire cela était plus facile que d'admettre que j'étais simplement faible et dépendant. Après notre rencontre au café, j'ai pensé que tu étais cruelle. Mais quand j'ai dû payer le loyer en retard,
que l'électricité a été coupée et que je suis allé chercher un travail de manutentionnaire dans un entrepôt en périphérie de la ville, j'ai enfin compris comment tu as vécu toutes ces années pour m'élever. Mes mains saignaient à force de porter des cartons lourds. Mes épaules me faisaient si mal que je ne pouvais pas dormir. Mais avec chaque euro que je recevais à la fin de la semaine, je sentais mon respect de moi-même revenir. Quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Maintenant, je partage une chambre avec 3 autres hommes dans un vieil endroit aux murs fissurés et au plancher qui craque. Mais la nuit, quand je fais la vaisselle, je me sens calme à l'intérieur. Je ne suis plus en colère contre toi, et je n'ai plus l'impression que quelqu'un me doive quoi que ce soit. J'ai commencé à rembourser la première dette. Pas grand-chose, juste quelques centaines d'euros, mais c'est de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Je n'écris pas pour demander de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu saches que je suis en vie. Je réapprends à être une personne décente, et j'essaie de devenir quelqu'un en qui tu pourras à nouveau avoir confiance. Tu as dit un jour, les chances ne viennent pas avec de l'argent. Je le comprends maintenant. Une vraie chance, c'est de pouvoir recommencer quand plus personne ne croit en vous. Je demande une chose, pas le pardon tout de suite. Juste la chance de me prouver par des actes. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je le ferai. Merci de ne pas m'avoir secouru cette fois-là. Si tu l'avais fait, je ne me serais peut-être jamais réveillée. Ton fils, Lucas. Je suis restée immobile un long moment après avoir fini. La lumière de la fenêtre tombait sur la page, montrant chaque trait tremblant. Chaque ligne ressemblait à un battement de cœur, douloureux et chaud. J'ai posé une main sur ma poitrine, une petite douleur là, mais pas de la vieille blessure. C'était comme une cicatrice toujours présente, mais qui ne me faisait plus tressaillir au toucher. Je ne sais pas quand j'ai commencé à pleurer. Des larmes ont glissé sur le bord de la lettre, brouillant quelques mots, mais je ne les ai pas essuyés. Je les ai laissés s'imprégner dans le papier, comme pour rendre à Lucas un peu des larmes que j'avais versées pour lui il y a des années. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pleuré sans amertume, non de douleur, mais parce que mon fils se regardait enfin honnêtement. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans le tiroir parmi de vieux souvenirs, l'alliance de Daniel, la photo de remise de diplôme de Lucas, et une carte avec les mots maladroits, « Maman, tu es mon héroïne ». Je n'ai pas répondu. Non par froideur, mais pour nous donner à tous les deux du temps. Le temps pour Lucas de prouver les choses par des actes et le temps pour moi d'apprendre à faire confiance sans craindre une autre trahison. Dans l'après-midi, je suis allée au bureau du Havre du Cœur pour voir Maître Perrin. Il examinait les dossiers pour la prochaine série de subventions. Je veux préparer le programme de formation professionnelle, ai-je dit. Nous ne pouvons pas nous contenter de les aider à trouver un logement. Nous devons les aider à trouver du travail. Maître Perrin a hoché la tête et a souri. J'imaginais que vous diriez ça. Je vais organiser une réunion avec le centre de formation professionnelle la semaine prochaine. Nous avons discuté du lancement de cours de courte durée pour les femmes âgées, soins de santé de base, comptabilité simple et compétences informatiques de base. J'ai vu les yeux de Maître Perrin s'illuminer pendant qu'il parcourait les plans. En quittant le bureau, je ne me sentais plus comme quelqu'un cherchant un sens, mais comme quelqu'un qui le crée. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, j'ai fait du thé et je me suis tenue devant le miroir. La lumière tombait sur mon visage. Des rides plus profondes maintenant, mais des yeux plus stables. Je me suis regardée et j'ai dit lentement, clairement, je ne m'abandonnerai plus. Le son s'est propagé doucement dans la pièce, a rebondi sur les murs, puis s'est estompé, laissant un calme doux en moi. Je l'ai répété, plus fort. Je ne m'abandonnerai plus. Ma voix n'a pas tremblé. Elle portait le poids de quelqu'un qui avait traversé le feu et était resté debout. J'ai éteint les lumières et j'ai tiré les rideaux. Le ciel nocturne sur Chêneraie était brillant d'étoiles, des points de lumière cousant l'obscurité. J'ai levé les yeux et j'ai murmuré, « Merci, Daniel. Tu avais raison. Chaque tempête a sa raison. » Sur la table, la lettre de Lucas reposait, soigneusement pliée, le coin légèrement recourbé. Je ne savais pas combien de temps il faudrait à mon fils pour vraiment changer, mais je savais qu'au moins, il avait commencé. Et quant à moi, j'avais terminé un autre voyage. Le voyage du pardon sans l'oubli, de l'amour sans me rabaisser. Je me suis assise sur le lit et j'ai fermé les yeux. Une brise nocturne fraîche s'est glissée par la fente de la fenêtre, transportant l'odeur des pommes mûres du jardin. Quelque part là dehors, peut-être, Lucas regardait le même ciel, un stylo à la main, écrivant la suite de la vie qu'il avait autrefois perdue. Je n'avais pas besoin d'en être sûre. Il suffisait de savoir que nous deux, une mère et un fils, apprenions à nous regarder dans le miroir sans baisser les yeux. Et dans le silence de la nuit, j'ai souri. Non pas le sourire forcé de quelqu'un qui prétend être fort, mais le sourire de quelqu'un qui avait enfin trouvé une paix réelle. Une paix qui ne venait de personne d'autre, mais de ses propres choix.
Quand l'hiver est passé et que la neige a fondu, j'ai réalisé que ma vie avait vraiment tourné une page. J'avais l'habitude de me réveiller avec un sentiment de vide, me demandant quelle raison j'avais de continuer. Maintenant, chaque matin commençait avec le téléphone du havre du cœur qui sonnait. Quelqu'un ayant besoin d'aide, quelqu'un voulant apprendre, quelqu'un qui venait de trouver un nouvel emploi. Nous venions de lancer le programme de formation professionnelle pour les femmes de plus de 60 ans avec 3 filières principales. La vente au détail, la logistique et la cuisine. L'idée est venue un après-midi, alors que Maître Perrin et moi examinions des dossiers. J'ai dit, nous ne pouvons pas nous arrêter au logement. Nous devons leur donner un métier pour qu'elles puissent se tenir sur leurs propres pieds. Maître Perrin a souri et a hoché la tête. Une main qui soulève est plus forte qu'un sac d'argent jeté à terre. Nous avons commencé à nous associer avec des magasins locaux, des entrepôts et un centre culinaire communautaire. La première séance d'orientation a eu lieu dans une petite pièce éclairée d'une lumière chaude et dorée, sentant le pain grillé et le thé à la fleur d'oranger. Plus de 20 femmes étaient assises en cercle. Leurs cheveux étaient blancs, leurs mains ridées, mais leurs yeux brillaient d'empressement. Quand je me suis levée pour présenter le programme, elles ont toutes applaudi. Le son a réveillé quelque chose en moi. Chacune d'entre elles portait une histoire. Il y avait Hélène, 67 ans, dont la belle-fille avait un jour bloqué son compte bancaire. Maintenant, elle apprenait à être caissière. Marjorie, 71 ans, qui avait été cuisinière d'école et voulait rouvrir un petit restaurant. Et Dora, 63 ans, qui continuait de sourire malgré la perte de son mari et l'abandon de ses enfants. Elle apprenait à conduire une camionnette de livraison légère pour une épicerie de quartier. Je me suis vue dans leurs yeux, dans la façon maladroite dont elles tenaient leur stylo pour prendre des notes. La confiance revenait avec chaque sourire. À chaque cours, elles partageaient leur vie, leurs anciennes blessures et leurs nouveaux espoirs. Parfois, la pièce devenait silencieuse lorsque quelqu'un décrivait avoir été chassé de chez elle. Puis elle éclatait de rire lorsque quelqu'un utilisait accidentellement du sucre au lieu du sel dans sa première marmite de soupe. Un matin, en regardant le groupe s'entraîner à déplacer des cartons dans l'entrepôt, j'ai réalisé que celles qui semblaient autrefois les plus faibles deviennent les plus fortes lorsqu'on croit en elles. J'ai décidé d'acheter une petite camionnette blanche assez grande pour transporter de la nourriture et des fournitures vers nos sites. Quand j'ai signé les papiers, l'employé m'a demandé si je voulais lui donner un nom. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit « Appelez-la Espoir ». À partir de ce jour, la petite camionnette est devenue une partie de ma vie. Chaque semaine, je la conduisais au marché alimentaire, je chargeais des produits frais, du pain et du lait, puis je livrais tout avec nos bénévoles. Sur le côté de la camionnette, les mots « le trajet de l'espoir »,« le Havre n'est pas seulement une étape, c'est un départ » faisaient s'arrêter les gens pour lire. Quand quelqu'un demandait, je souriais parce que je sais ce que signifie recommencer. La petite maison de Chêneraie n'était plus silencieuse. C'était devenu le lieu de rendez-vous pour le thé de l'après-midi pour les femmes de notre fond. Chaque vendredi, la cuisine se remplissait de rires, de vaisselle qui s'entrechoque et de l'odeur de biscuits frais. Elle m'appelait « Grande sœur Hélène », même si j'étais plus âgée que certaines. Quelqu'un a apporté une guitare. Quelqu'un d'autre a raconté des blagues éculées. J'ai regardé autour de la table et je les ai vus sourire, leurs rides profondes étrangement belles. J'ai réalisé que cette maison était vraiment revenue à la vie. Ce n'était pas seulement un abri. C'était une aire de repos pour les âmes blessées. Un après-midi, alors que les rires résonnaient encore, j'ai regardé le jardin. Une lumière dorée couvrait le vieux pommier. Sur ses branches, les premières pommes mûres brillaient au soleil. J'ai pensé, même un pommier oublié sait comment porter à nouveau des fruits. Le mois suivant, j'ai fait un court voyage, quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis 10 ans. J'ai choisi la baie des Cèdres, à quelques heures de route de chez moi. L'eau était d'un bleu à couper le souffle ce jour-là. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai marché sur le sable et j'ai laissé de petites vagues me lécher les pieds. L'odeur de sel et le vent ont traversé mes cheveux, ramenant une liberté que je n'avais pas goûtée depuis longtemps. Je suis restée debout et j'ai regardé les vagues aller et venir. J'ai soudain senti, les gens sont pareils. Nous devons laisser la douleur entrer puis sortir pour que la plage soit claire, pour que la confiance puisse à nouveau grandir. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré au vent. Je pardonne une fois de plus. Non pas pardonner à quelqu'un en particulier, mais pardonner les années où je n'ai pas su m'aimer. Quand je suis revenue, il y avait un email de Maître Perrin. Il écrivait « Hélène, bonne nouvelle. Lucas vient d'envoyer la confirmation qu'il occupe un poste en logistique depuis 6 semaines. Pas de nouvelles dettes. Pas d'absence. Je pense qu'il recommence vraiment. » J'ai lu cette ligne 3 fois. La première fois, mon cœur s'est serré. La deuxième fois, j'ai souri. La troisième fois, mes yeux se sont embués mais ne m'ont pas fait mal. Ce soir-là,
Lucas a envoyé un SMS. Maman, je me suis inscrit comme bénévole à l'entrepôt alimentaire du fond ce dimanche. Pas de traitement de faveur. Je veux juste aider. Je comprends que tu n'as pas besoin de mots maintenant, seulement d'actes. Je suis restée assise un moment, puis j'ai répondu brièvement, la règle du fond est claire. Quiconque a besoin d'une compétence peut l'apprendre. On se voit dimanche à l'entrepôt. J'ai appuyé sur envoyer. Calme, non pas parce que mon fils était revenu, mais parce que le cercle s'était refermé. Ce dimanche-là, l'entrepôt était plus animé que d'habitude. Des cartons lourds étaient soigneusement empilés, et l'air bourdonnait de rire. J'étais en train de signer le registre de distribution quand j'ai vu une silhouette familière au bout de l'allée. Lucas, dans un t-shirt vert de bénévole, des gants aux mains, se penchant pour soulever une lourde caisse de produits. J'ai regardé, son dos était droit, les genoux pliés, exactement la technique que nous enseignons. Personne ne savait qu'il était mon fils, et je ne l'ai pas dit. Ici, tout le monde était égal. Donneur, receveur, apprenant, enseignant, juste des mains ouvertes. Pendant la pause, je lui ai apporté une bouteille d'eau. Il m'a regardé, de la sueur sur le front, son regard stable. Je vais bien, maman. Je veux juste bien faire les choses. J'ai hoché la tête et je n'ai rien dit. À l'intérieur, une seule phrase résonnait, que je n'avais pas besoin de prononcer à voix haute. Tu as commencé, et je le vois. Dans l'après-midi, alors que les gens partaient, j'ai regardé Lucas empiler les cartons vides. Son ombre s'étirait, longue sur le béton ensoleillé. J'ai souri. Les actes parlent toujours plus fort que les excuses. Je savais qu'il faudrait peut-être beaucoup de temps pour que notre confiance se rétablisse complètement. Mais aujourd'hui, au moins, la porte s'était ouverte, non avec des mots, mais avec des mains travailleuses. En sortant de l'entrepôt, le vent a traversé mes cheveux avec l'odeur des pommes mûres d'un verger voisin. J'ai levé les yeux vers le soleil tardif qui dorait le trottoir et j'ai ressenti une chaleur tranquille et inexplicable. J'avais autrefois été celle qui avait besoin d'être secourue. Maintenant, j'étais celle qui sauvait, non seulement les autres, mais le fils même qui m'avait autrefois blessé. 3 mois plus tard, alors que les érables du jardin commençaient à dorer, j'ai reçu une autre enveloppe de Lucas. Pas une lettre manuscrite cette fois, mais un paquet soigné avec une petite note. Maman, je veux que tu saches que j'essaie pour de vrai. Non pas pour regagner ta confiance, mais pour devenir quelqu'un dont tu pourras être fier. À l'intérieur se trouvait un budget personnel, loyer, courses, épargne hebdomadaire, et un certificat de fin de formation pour le cours de compétences financières du Havre du Cœur. J'ai tourné chaque page et j'ai vu la signature de l'instructeur à la fin. Mes mains tremblaient, mais d'émotion, pas de doute. Pour la première fois depuis des années, je voyais mon fils se tenir vraiment sur ses propres pieds. 3 jours plus tard, Lucas a appelé. Sa voix était toujours basse et prudente, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu auparavant. L'humilité. Maman, pourrais-je te rendre visite ce week-end? Je ne demande rien. Je veux juste t'inviter à dîner. C'est moi qui cuisine. J'ai souri. D'accord. Mais je te préviens, je me souviens encore de l'odeur de ce poulet brûlé que tu as fait quand tu avais 15 ans. À l'autre bout du fil, il a ri, un vrai rire, léger, un peu gêné. Je sais comment contrôler le feu maintenant, maman. Le dimanche soir, Lucas s'est présenté à ma porte avec un panier de courses. L'odeur de ragoût et de pain a rempli le salon. Il a mis la table lui-même et a placé un petit vase de marguerite sauvage au centre, le genre que j'aime. Quand nous nous sommes assis, je l'ai regardé et j'ai vu de nouvelles rides au coin de ses yeux, les marques du travail et de la maturité. Nous avons mangé en silence pendant un moment. Pas de longues excuses, pas de larmes, juste le doux cliquetis des couverts sur les assiettes. Vers la fin du repas, Lucas a posé sa fourchette et a levé les yeux. Maman, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que la confiance ne se reconstruit pas avec quelques mots. Je veux juste que tu saches que je suis patient. Je le prouverai en vivant mieux jour après jour. J'ai regardé dans les yeux de mon fils. Plus d'esquive, plus d'illusion, juste une vérité simple et stable. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai posé la mienne sur la sienne. Lucas, ai-je dit doucement, je respecte tes efforts. La frontière entre nous existe toujours, mais le lien n'a pas disparu. Nous allons y aller pas à pas, lentement et sûrement. Personne n'a à s'agenouiller pour être aimé. Nous avons juste besoin du courage de nous tenir debout ensemble. Il a hoché la tête. Dans la douce lumière du soir, je l'ai vu non pas comme un garçon perdu, mais comme un homme qui pouvait s'incliner devant ses erreurs et lever la tête vers l'avenir. Quand il est parti, je me suis tenue sur le pas de la porte et j'ai regardé. Son manteau brun s'est estompé dans l'obscurité. J'ai doucement ouvert la porte plus grand et j'ai laissé l'air de la nuit entrer.
Une brise fraîche a glissé dans mes cheveux, a tiré le rideau et a transporté l'odeur des feuilles sèches. J'ai réalisé que les portes ouvertes de l'intérieur sont toujours plus chaudes, parce que cette fois, je ne l'ouvrais pas pour laisser quelqu'un entrer, mais pour accueillir ma propre paix. Le lendemain matin, je suis allée au bureau de Maître Perrin. Nous nous sommes assis à la petite table en bois familière, avec une nouvelle pile de papier entre nous. Je veux signer un avenant, ai-je dit. Augmenter le budget pour la formation professionnelle. Il y en a tellement qui attendent. Maître Perrin a remonté ses lunettes et a souri. Madame Hélène, je dois le dire. Vous vous épanouissez. J'ai ri. Si je peux encore m'épanouir à cet âge, j'ai de la chance. Il a dit, non, c'est parce que vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre vous arrose. Après avoir signé, j'ai regardé la ligne qui disait « Fondation Le Havre, phase 2 » et j'ai senti mes yeux piquer. D'une femme laissée sur le trottoir, j'étais devenue quelqu'un qui écrit les premiers chapitres pour les autres. Ce soir-là, j'ai préparé un thé au jasmin et j'ai ouvert le carnet qui lisait autrefois, chose à faire juste pour moi. Sur la dernière page, j'ai ajouté une ligne de conclusion. 5 millions d'euros ne peuvent pas acheter une famille, mais ils m'ont racheté moi-même. Je ne vis plus pour être aimé. Je vis parce que je sais que je mérite l'amour. J'ai fermé le carnet et je l'ai posé près de la fenêtre. Le clair de lune s'est glissé à travers la vitre et a déposé une lueur argentée sur la couverture. Dehors, le vieux pommier était de nouveau lourd de fruits. J'ai pensé que si Lucas continue de se tenir droit, peut-être qu'un jour, quand l'automne viendra, nous cueillerons des pommes ensemble, nous rirons et nous nous souviendrons de ce que nous avons traversé. Non pas avec une pointe de douleur, mais avec gratitude. La famille est comme ce pommier. Elle peut perdre des branches et des feuilles, mais si les racines tiennent bon, elle peut encore germer. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas besoin de certitude. Je sais juste que, lentement et sûrement, chaque fissure sera un jour remplie de lumière. La nuit est tombée et j'ai emporté mon thé sur le porche. L'air était frais mais pas mordant. Je me suis assise dans la vieille chaise en bois et j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé de chêneraies. Les étoiles clignotaient comme de petites aiguilles cousant l'obscurité, comme pour dire « chaque voyage en vaut la peine tant que nous croyons encore en la gentillesse ». J'ai siroté le thé chaud, la légère amertume se transformant en douceur sur ma langue. La vie est comme ça, on traverse la mer pour arriver au doux. Je suis restée assise longtemps, jusqu'à ce que la nuit devienne si silencieuse que je pouvais entendre les feuilles se toucher. À cet instant, j'ai su que je clôturais cette histoire non pas avec une porte claquée, mais avec une porte vraiment ouverte. Un chapitre s'est terminé sans larmes, seulement une lumière chaude brillant de choses simples, la compassion, les limites et la gratitude. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de mon histoire. Je suis Hélène, 68 ans. Si vous écoutez encore, je crois que vous avez porté vos propres blessures. Peut-être pas comme les miennes, mais vous avez connu la solitude, l'oubli, ou le fait de devoir être plus fort que vous ne le pensiez. Je veux vous demander, d'où écoutez-vous? Quelle ville? Quelle pièce? Ou peut-être une soirée, tranquille comme la mienne l'était autrefois. Laissez un commentaire et dites-moi où vous êtes et quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur. Chaque commentaire est une poignée de main chaleureuse non seulement pour moi, mais pour des milliers de mères et de pères qui apprennent à se relever après une blessure. Si vous croyez que tout le monde peut recommencer, veuillez cliquer sur j'aime, vous abonner et partager cette vidéo pour que l'histoire ne s'arrête pas avec moi, mais continue de se propager comme un cercle de guérison.